Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur le business de la NBA au travers du cas particulier de Nerlens Noel qui, comme vous le savez, n'a toujours pas été re-signé par son équipe des Dallas Mavericks ou n'a toujours pas signé dans un autre club. C'est une idée de vidéo qui m'a été suggérée sur Twitter par un certain Mathieu, je le remercie car c'est un cas qui est vraiment très intéressant et qui traduit la manière, entre guillemets, de faire du business entre les joueurs et les clubs, dès lors qu'il y a beaucoup de millions en jeu et il y a beaucoup d'imbrications. C'est pour ça que ce cas particulier est vraiment intéressant et que je vous propose d'en faire une vidéo. Alors, le postulat, il est le suivant. Pourquoi Nerlens Noel n'a toujours pas été re-signé par les Dallas Mavericks? Parce qu'il a fait une saison somme toute correcte, c'est ce qu'on va voir. C'est un jeune joueur qui est prometteur, il a du potentiel. C'est un intérieur dans une ligue où les bons intérieurs se font rares. Donc il a toutes les cartes en main pour avoir un gros contrat. Il ne l'a pas. Pourquoi? Eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, Noel, pourquoi n'a-t-il pas encore été re-signé? Qui est-il? D'où vient-il? Toujours intéressant de faire un petit peu le constat. Donc, c'est un agent libre restreint durant cet été 2017, qu'il peut signer où il veut, mais Dallas peut s'aligner sur n'importe quelle offre qui serait faite par une autre équipe. Si les Phoenix Suns avaient proposé 20 millions la saison sur 4 ans à Noël, Dallas aurait pu s'aligner sur cette offre-là et le conserver, ou le laisser partir, comme les Hawks l'ont fait avec Tim Hardaway Jr., et il aurait signé, par exemple, à Phoenix, dans l'exemple que je viens de vous donner. Noel, c'était le 6e choix de la draft 2013, il a été blessé, souvenez-vous, en intégralité durant sa saison de rookie, donc il n'a commencé à jouer que dans sa deuxième année, si vous voulez, et il a été échangé à Dallas en février 2017, en février dernier, une équipe des Sixers qui était déjà très pourvue à l'intérieur, et qui a donc déstocké, entre guillemets, parce qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde, en l'envoyant à Dallas. À Dallas, il a fait une super moitié, on va dire dernier tiers de saison, et au final une saison 2016-2017 qui est vraiment tout à fait correcte, puisque au total, vous voyez qu'en 20 minutes de temps de jeu, on a un joueur qui a 60% de réussite au tir, belle efficacité, 70% au lancer franc. On n'est pas face à un Andre Jordan ou un Andre Drummond, on a un intérieur qui peut mettre des lancers. Ça c'est bien parce que quand vous jouez en physique, en force, avec votre physique à l'intérieur, il y a des fautes sur vous et la capacité de mettre vos lancers pour punir ces fautes-là, c'est un énorme avantage. On a à peu près 6 rebonds, une passe, une interception, un contre, une balle perdue et à peu près 9 points. Extrapolé en 36 minutes, le temps de jeu d'un titulaire, on a un joueur qui est à 15 points, 10 rebonds par match à peu près, avec 2 interceptions et pratiquement 2 contres. Donc une ligne de stats vraiment très intéressante. Maintenant, comme vous le savez, et comme je vous l'ai répété des dizaines de fois, regardez les stats brutes, ça ne veut rien dire. Donc on va aller du côté des stats avancées pour mesurer un petit peu l'impact réel de ce Nerlens Noel. Quand on regarde les stats avancées, la saison, elle est aussi, somme toute, tout à fait correcte. On a un joueur qui est à 20 de PER, qui a une productivité sur le terrain à 20, ce qui est très bien. Quand vous êtes à 15, vous êtes dans la moyenne. Quand vous êtes à 20, c'est bien. Quand vous êtes à 25, c'est très bien. Quand vous êtes à 30, c'est excellent. C'est mutanesque. Donc on a un joueur qui est à 20, qui est à 60% au tir réel, qui a un taux d'usage relativement faible en attaque, mais qui a des très bonnes capacités de rebond, qui a un win share pas très élevé, mais qui, sortant d'une équipe des Sixers et des Mavs qui a gagné relativement peu de matchs, effectivement c'était relativement compliqué, mais on a quand même un win share positif à la fois en attaque et à la fois en défense. Et quand on regarde le box score plus minus, on a un plus 2,5, donc on a clairement un joueur qui impacte la feuille de match. On a une value over replacement, donc c'est l'indice d'indispensabilité comme j'aime à l'appeler. Et quand on regarde le détail du box score plus minus, on se rend compte qu'avec 3,8
en defensive box score plus minus, donc en impact défensive, eh bien on a le 6e meilleur joueur de la NBA si on ne retient que les joueurs ayant joué au moins 1000 minutes la saison passée. Donc on a un joueur qui défensivement est extrêmement précieux et qui a beaucoup d'impact. 6e, ça place Noël juste après des Draymond Green, des Rudy Gobert, des joueurs comme ça qui sont des mutants de la défense. Donc incontestablement un joueur d'impact. Et puis si on regarde les on-court, off-court, donc les stats quand il est sur le terrain et quand il n'est pas sur le terrain du côté des Mavs la saison passée, eh bien voyez qu'on a une équipe des Mavs qui a en moyenne une efficacité offensive à 108, une efficacité défensive à 108, avec un ratio tout juste positif de 0,1 quand il est sur le terrain, et puis par contre dès qu'il n'est pas sur le terrain, eh bien on est un petit peu moins efficace en attaque et beaucoup moins efficace en défense côté Mavs. Donc on a très clairement un joueur qui, quand il est sur le terrain, est un joueur d'impact, il apporte quelque chose, surtout en défense. Donc c'est pas un joueur qui fait des stats dans le vide, c'est pas un joueur qui noircit la feuille mais sans impacter son équipe, on a vraiment quelque chose de tout à fait correct. Les Mavs, souvenez-vous, avaient annoncé en juin, en tout cas c'était ressorti, que la re-signature de Nerlens Noel faisait partie de la priorité numéro 1 de cette équipe de Dallas. Maintenant, décoder entre les lignes, ça doit vous permettre de comprendre que re-signer, c'est notre priorité numéro 1, très très bien, mais le re-signer, ne pas le re-signer à n'importe quel prix. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, affirmer qu'on veut absolument re-signer quelqu'un, c'est une chose, mais ça va pas vouloir dire qu'on va le re-signer à n'importe quel prix. Mais toujours est-il que c'était la top priorité des Dallas Mavericks. Une équipe des Mavs qui, effectivement, est en train de tranquillement mettre en place l'après Nowitzki qui est en fin de carrière, et effectivement, on essaie de mettre en place une jeune garde avec Harrison Barnes, avec Dennis Smith Jr., là, qui a été drafté, un meneur à la dernière draft, et évidemment, on peut intégrer dans cette jeune garde un Nerlens Noel pour avoir un noyau dur de jeunes joueurs qui peut gérer l'après Nowitzki. Donc on s'inscrit complètement dans cette démarche-là en proposant un contrat à Noël. Mais alors pourquoi il n'a pas son contrat ? Parce que du côté des Mavs, eh bien, c'est pas une problématique de finance. Si les Mavs, effectivement, payaient déjà la taxe de luxe, avaient une masse salariale extrêmement dégradée, on pourrait se poser la question de la pertinence de dégrader encore plus la masse salariale pour garder un Noël, sachant que l'équipe ne gagne pas. Mais regardez, cette équipe des Mavs, quand on regarde la place disponible dans le salary cap, la masse salariale disponible, je vais y arriver, durant cette intersaison-là, 2017, donc là, présentement, là, en ce moment, au moment où j'enregistre cette vidéo, vous voyez que cette équipe de Dallas, c'est la 4e équipe qui a le plus d'argent en banque pour recruter. Et quand on regarde le active cap, donc c'est la somme de tous les salaires de l'équipe, eh bien on remarque qu'on a l'un des plus faibles de la ligue. Donc les finances de cette équipe de Dallas sont parfaitement maîtrisées. On n'est pas dans une problématique d'argent qui a été dépensé n'importe comment. Alors vous me direz, du côté des Mavs, on a quand même un Harrison Barnes qui a 25 millions la saison. On peut parler de contrat toxique, n'ayons pas peur, même si c'est un jeune joueur qui a encore du potentiel, 25 millions c'est très très cher, et puis on a quand même un Wesley Matthews qui est à 18 millions, ça pique aussi, mais au-delà de ça, on a quelque chose de tout à fait sain, et on n'a absolument pas, voyez, une multiplication de contrats toxiques qui plombe les finances de l'équipe pour les 2, 3 ou 4 saisons à venir. Donc on est financièrement dans la sérénité côté Mavs. Évidemment, qu'est-ce qui s'est passé ? Nerlens Noel et son agent attaquent l'intersaison en voulant négocier au maximum la valeur marchande du pivot des Dallas Mavericks. Sachant que, je vous le disais, Noel il était issu de la classe de draft 2013, et dans cette classe de draft 2013, il y a 2 intérieurs qui ont pratiquement les mêmes stats que Nerlens Noel, ça ce sont les stats ramenés à 36 minutes, 2 intérieurs qui ont déjà eu un énorme contrat. Steven Adams, 23 ans, du côté du Thunder, il a déjà eu un contrat de 4 ans et 100 millions de dollars pour 14 points, 9 rebonds par match.
Gorgui Dieng, du côté des Timberwolves, un petit peu plus âgé, mais il est arrivé en NBA en 2013. Il fait du 11,9 rebonds par match. Il a eu 4 ans et 64 millions de dollars. Donc, Nerlens Noel, avec ses 14,11 rebonds, ramenés à 36 minutes de temps de jeu, je vous le rappelle, il a dû se dire, je suis bien meilleur que Gorgui Dieng, et je suis pas plus mauvais qu'un Steven Adams. Et puis, regardez dans la ligue, Biyombo, il a signé pour 4 ans 72 millions de dollars. Noah a signé pour 4 ans 72 millions de dollars. Mozgov a signé pour 4 ans 64 millions. Et Mahinmi a signé pour 4 ans 64 millions. Je suis meilleur que tous ces joueurs-là. Donc, moi, je veux 4 ans pour 20 millions de dollars la saison. Donc, je veux en gros un contrat de 80 millions. Je veux être payé 20 millions de dollars la saison. C'est mon prix du marché par rapport aux coéquipiers, par rapport aux copains, par rapport aux autres pivots qui ont le même profil que moi. Il y a une règle que je trouve extrêmement pertinente, j'ai entendu Jalen Rose dire ça lors d'une de ses émissions de télé sur ESPN, et c'est exactement ça. Il disait, en NBA, tu ne gagnes pas ce que tu mérites, tu gagnes ce que tu parviens à négocier. Donc, Nerlens Noel, eh bien, il est arrivé sur une démarche, entre guillemets, au mérite. Je suis meilleur que ces joueurs-là, je mérite plus. Mais il n'a peut-être pas réussi à bien le négocier. Parce qu'en face de lui, eh bien, il y a un vieux briscard du business qui s'appelle Mark Cuban. Et ils sont allés voir Mark Cuban en disant, on veut 4 ans pour 80 millions de dollars pour toutes les raisons que je vous ai évoquées. Et Mark Cuban a dit, non, c'est trop. Vous êtes peut-être super fort, mais ce que tu me demandes, c'est pratiquement de te donner le contrat max, 20 millions la saison quand le max est à 25, et tu es loin d'être un joueur max. Donc même s'il y a des joueurs sans doute plus mauvais que toi qui sont mieux payés, pour moi, c'est pas une référence. Le chiffre que je vous donne n'est pas confirmé. Toutes les discussions font l'objet de confidentialité, mais c'est une supposition. Vraisemblablement, Cuban a dit, moi je te propose 4 ans pour 64 millions. Ça fait du 16 millions la saison, c'est le prix du marché. C'est, même si tu me dis le contraire, c'est ce que touche Mozgov, c'est ce que touche Mahinmi, c'est ce que touche Gorgui Dieng. C'est ce que moi je mets sur la table. Nerlens Noel et son agent se sont dit, ok, on prend note de votre offre, c'est très clairement insuffisant, mais il n'y a pas de souci, on n'est pas pressé, on va utiliser le bon vieux principe de l'équipe faire valoir. Quand vous êtes un agent libre restreint, le bon vieux principe de l'équipe faire valoir, c'est très simple. C'est vous allez toquer à la porte d'autres équipes, vous arrivez à convaincre ces équipes de vous signer avec une offre très 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 élevée, sachant très bien que votre club d'origine va s'aligner sur cette offre pour vous conserver. Donc l'objectif, c'est de faire au maximum monter les enchères. Et puis si l'équipe d'origine lâche pied en disant non, 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 c'est trop, c'est pas grave, vous signez dans la nouvelle équipe qui vous a fait le contrat max, et en tant que joueur, vous êtes 100% gagnant, vous avez touché les dollars que vous espériez toucher. Donc, l'agent de Nerlens Noel lui dit, c'est pas grave, on va attendre, faire monter les enchères avec les autres équipes, et Dallas va s'aligner, t'inquiète pas. Avec toujours les arguments que je vous ai cités. 80 millions de dollars sur 4 ans, c'est la valeur de Nerlens Noel. En tout cas, c'est la valeur espérée par le joueur. Sauf que, là où ça s'est mal passé, là où il y a eu de l'eau dans le gaz, là où on a eu Houston, on a un problème, c'est que Noel et son agent n'ont réussi à convaincre personne. Ils n'ont convaincu personne. Pourquoi ? Il peut y avoir plein de raisons. Les blessures. Noel est un joueur qui, sur l'intégralité de sa carrière, a manqué plus de matchs qu'il n'en a joué. C'est très clairement un facteur qui peut freiner les appétits de tout le monde. Il est globalement assez limité en attaque. Est-ce qu'avoir un joueur unidimensionnel défenseur qui sera payé 20 millions la saison, est-ce que c'est un choix qui est très 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 raisonnable ? Même s'il y a du potentiel, même s'il y a plein de choses, est-ce que c'est raisonnable ? Et est-ce que du côté des general managers adverses,
On ne commence pas à retenir les leçons du passé, à savoir tous ces intérieurs qui ont eu des contrats mirobolants et qui plombent les finances de l'équipe. Est-ce qu'on veut faire comme ces équipes-là? Est-ce qu'on veut nous aussi se greffer un contrat toxique? Est-ce que tout ça est bien raisonnable? Et puis, il y a une autre problématique un petit peu plus factuelle, un petit peu plus structurelle, c'est que les équipes qui ont encore beaucoup d'argent en banque pour faire une énorme offre à Nerlens Noel, il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, eh bien, ça limite les possibilités d'aller trouver effectivement une équipe faire valoir. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont re-signé des joueurs issus de leur rang, qui ont été actifs à la free agency, et du coup des équipes avec de l'argent en banque, eh bien il n'y en a plus énormément. Donc Dallas est en train de jouer la montre. Dallas joue la montre parce qu'il n'y a rien qui presse. Et plus on laisse de temps s'écouler, plus on joue la montre, plus on va contraindre, du point de vue de Dallas, plus on va contraindre Nerlens Noel et son agent à accepter l'offre initiale, en disant tu vois ce qu'on t'a proposé, personne ne te propose plus, donc c'est que c'est ta vraie valeur marchande. Et puis, on peut être complètement dans l'expectative du côté de Dallas, parce qu'on a face à nous un agent libre restreint. Donc même si ça bouge ailleurs, on aura le dernier mot. Et si une équipe propose 20 millions de dollars la saison à Noël, bah, on a toujours deux solutions, considérer que c'est trop et on laisse filer, ou considérer que finalement c'était la vraie valeur marchande, on a tenté un coup de poker, et on le conserve quand même. Donc on n'a aucun intérêt à se précipiter, et on peut attendre que ça bouge ailleurs. Alors où est-ce que ça peut bouger ailleurs, justement? Je vous le disais tout à l'heure. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont de l'argent en banque. Ça pourrait bouger du côté des Bulls. Mais les Bulls, ils n'ont aucun intérêt à se renforcer. Leur seul intérêt, c'est tanker la saison prochaine. Donc c'est avoir les mauvais résultats possibles pour avoir un bon tour de draft à la draft 2018. Tout en continuant à développer les jeunes joueurs, les Lavin, les Dunn, les Markkanen. Donc, aller claquer 20 millions sur un Noël dans une équipe qui veut tanker, aucun intérêt. Il y a les Phoenix Suns. Les Suns pourraient faire une offre sur Noël. Sauf qu'ils ont un joueur qui est dans l'exact même cas de figure que Noël, c'est Alex Len. Un joueur qui a agent libre restreint intérieur, qui effectivement n'a toujours pas reçu d'offre, n'a toujours pas reçu de prolongation. Donc les Suns, vraisemblablement, ne courent pas après un intérieur. Il y a les Sixers, mais ils n'ont pas besoin d'intérieur. Et puis on retombe sur les Mavs. Et puis après, eh bien, vous voyez qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'équipe en capacité de faire une offre colossale à Nerlens Noel. Donc les Mavs, ils sont pas fous. Ils savent très bien qu'il va rien se passer. Ils savent très bien qu'il va rien se passer. Aucune équipe ne peut faire une offre qui sera supérieure à l'offre initiale de Dallas. Donc on continue de jouer la montre parce qu'il y a très très peu d'équipes avec du cap space en face, avec de la flexibilité salariale. Donc, deux solutions pour Nerlens Noel. Accepter l'offre initiale des Mavs et effectivement refuser eh bien, peut-être 20 millions de dollars sur un contrat de 4 ans si lui voulait 80 qu'on lui en a proposé 60, ou bien signer la qualifying offer de Dallas, 6 millions de dollars la saison, il a jusqu'au 16 octobre pour le faire, et à ce moment-là, à l'été 2018, Nerlens Noel devient agent libre non restreint, et il peut signer où il veut. Mais c'est se confronter à beaucoup d'incertitudes, parce que si la saison prochaine Noel se blesse, fait une mauvaise saison, ou pour X ou Y qui passe à côté de sa saison, eh bien sa valeur elle dégringole complètement. Alors qu'au sortir de la saison là qu'il vient de faire, sa valeur est pas mal, parce que même s'il n'a pas joué beaucoup de matchs, une cinquantaine, il a fait quand même une saison correcte. Donc il y a une énorme prise de risque à accepter la qualifying offer à 6 millions et entre guillemets devoir repartir de zéro. Donc une fois de plus, Dallas contrôle le tempo et maîtrise la partie. Et finalement, le cas de Nerlens Noel est exactement le même que celui de Tristan Thompson il y a un an. Souvenez-vous, Tristan Thompson, il voulait le contrat max. Cleveland lui avait proposé 80 millions de dollars sur 5 ans. Les deux parties n'étaient pas parvenues à un accord. Et il avait fallu attendre quasiment le début de la saison régulière pour que finalement
Tristan Thompson signe pour 82 millions de dollars sur 5 ans. Donc autrement dit, pour qu'il accepte l'offre initiale des Cavs, Cleveland avait fait exactement comme les Mavs, ils avaient fait jouer la montre, ils avaient laissé le temps s'écouler, Tristan Thompson avait raté le training camp, enfin bref, c'était une catastrophe pour la cohésion de l'équipe, et au final, il avait accepté l'offre initiale de Cleveland. Cleveland avait entre guillemets gagné la guerre froide, gagné le duel à distance. Vous allez me dire, mais pourquoi Dallas joue la montre? Parce qu'après tout, ils ont l'argent en banque, et il n'y a pas de raison de faire poireauter plus longtemps. Pourquoi ne pas lui proposer l'offre tout de suite? Parce que déjà, il n'y a pas d'urgence, comme je vous le disais. L'équipe n'a pas d'ambition pour 2018. On n'a pas une équipe des Mavs qui veut viser le titre en 2018, ni même les playoffs. C'est une équipe qui est, je vous le dis, dans une phase de transition. L'après Nowitzki est en train de se mettre en place. Et on a des jeunes joueurs à développer. Des Smith Jr., des Yogi Ferrell, des Harrison Barnes. Et finalement, on peut très très bien se satisfaire d'une saison prochaine où on va tanker côté Dallas Mavericks. Et on va espérer avoir un très bon tour de draft à la draft 2018. Et puis, il y a un autre facteur qui est très important d'avoir en tête, c'est qu'à l'été 2018, il y a beaucoup de free agents intéressants qui vont être sur le marché, et qu'en face de tous ces free agents intéressants, il y a assez peu d'équipes qui vont avoir vraiment de l'argent en banque pour les courtiser. Donc, côté Mavs, on est en train de se dire, si on jette tous nos dollars dans le panier de Nerlens Noel à cet été, on va peut-être passer à côté de quelque chose à l'été 2018. On n'a pas intérêt à gagner des matchs la saison prochaine, c'est triste à dire, mais c'est la réalité. Donc, est-ce qu'on ferait pas mieux d'attendre à l'été 2018 pour là vraiment essayer de passer un cap? Parce qu'à l'été 2018, il se passe quoi? Sur le marché, DeMarcus Cousins, Caldwell Pope, Chris Paul, Brook Lopez. Et parmi des joueurs qui ont une dernière année en option joueur sur leur contrat, mais qui vont vraisemblablement ne pas activer, on a LeBron James, on a Carmelo Anthony, on a DeAndre Jordan, on a Kevin Durant, Russell Westbrook. Vous allez me dire, ces joueurs-là, ils vont signer dans leur club respectif. Vraisemblable à 90%. Sauf que au rythme où va la NBA moderne, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, s'il y a bien une chose qu'il faut se garder d'avoir, c'est des certitudes. Et finalement, à l'été 2018, tout peut arriver. Et si on a de l'argent en banque, si on a de la flexibilité, côté Mavs, eh bien on va pouvoir essayer d'aller courtiser un DeMarcus Cousins. On va pouvoir essayer d'aller courtiser, pourquoi pas, un Carmelo Anthony. Pourquoi pas un Chris Paul, si ça se passe mal du côté des Rockets? Pourquoi un Chris Paul ne viendrait pas au Mavs? Vous allez me dire, il y a déjà Dennis Smith Jr. Ok, pas un bon exemple. Mais pourquoi pas un LeBron James? Tout est possible. Je veux dire, dans la tête des Mavs, tout est possible. Même si la cible numéro 1, ça serait un DeMarcus Cousins. Ça serait d'aller courtiser Cousins, qui est jeune et à qui Dallas pourra offrir un contrat max. Et quand je vous disais qu'il y a assez peu d'équipes à cette intersaison 2018 avec vraiment de l'argent en banque pour aller signer en face un joueur au contrat max, eh bien, voyez qu'il n'y en a que 5. Il n'y a que 5 équipes qui ont plus de 22 millions de dollars disponibles avec la structure de août 2017, ça peut évoluer avec des trades, etc. Mais avec la structure actuelle de août 2017, il n'y a que potentiellement 5 équipes qui auraient assez d'argent en banque pour offrir un contrat max à un DeMarcus Cousins, à un LeBron James, à un Kevin Durant, à un Russell Westbrook. Donc, Dallas, en faisant partie non pas de ce quatuor, mais de ce cinquor, je ne sais pas comment on dit, en tout cas en faisant partie de ces 5 équipes, eh bien, ils peuvent être parfaitement attractifs. Et à la place des Mavs, avoir la possibilité d'avoir Cousins pour, allez, on va dire 30 millions la saison, ou avoir Noels pour 20, bah, il vaut peut-être mieux avoir Cousins pour 30, même s'il est beaucoup plus cher payé. Parce que entre Cousins et Nerlens Noel, il n'y a quand même pas tout à fait le même gabarit de joueur. Donc ça peut peut-être valoir le coup d'attendre. Vous voyez toujours cette notion de jouer la montre. Les Lakers vont vraisemblablement essayer de courtiser Paul George, vont vraisemblablement essayer de courtiser LeBron James.
Les Bulls vont-ils réussir à être attractifs, sachant que l'équipe va être extrêmement peu compétitive? Les Sixers, ils ont plein d'argent en banque, mais ils doivent aussi re-signer un Joel Embiid, ils doivent re-signer pas mal de monde. Ces chiffres-là ne tiennent pas compte du cap hold, c'est-à-dire de l'argent qui est immobilisé pour les re-signatures des joueurs issus des rangs de l'équipe, des futurs agents libres. L'équipe des Mavs, outre le fait que le Texas, il n'y a pas d'impôt sur le revenu, ce qui a toujours augmenté l'attractivité des équipes texanes, mais l'équipe des Mavs, elle peut effectivement attirer un joueur vétéran en disant on a Dennis Smith Jr., on a Harrison Barnes, on a un noyau dur de jeunes joueurs qu'on est en train de développer, plus le futur rookie de 2018. Et ça peut être attractif pour un vétéran, parce que l'arrivée de ce vétéran-là peut être le petit déclencheur qui transforme un noyau dur de jeunes joueurs en une équipe vraiment compétitive. Donc les Mavs, ils peuvent faire un speech intéressant aux agents libres de 2018. Et la stratégie de Dallas, elle est vraisemblablement là. Attendre pour essayer d'être attractif pour 2018. On le disait, Dallas, tanké en 2017-2018, ils possèdent tous leurs prochains tours de draft. Il y a potentiellement de bons intérieurs à la draft 2018, donc une nouvelle raison de ne pas se précipiter et de ne pas donner un contrat faramineux à un Nerlens Noel. Du coup, Nerlens Noel, il est coincé. Et son agent a fait part de sa très très grande déception dans l'évolution des négociations. On peut le comprendre. Les mecs espéraient avoir 20 millions la saison, ils se retrouvent avec rien. On peut comprendre qu'ils sont très 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 déçus. Et on en revient toujours à la même chose, la loi de l'offre et la demande. Ils ont une offre qui est extrêmement élevée à 80 millions de dollars sur 4 ans, là où la demande elle est à 60 millions sur 4 ans. Donc il y a un déséquilibre. Et ce déséquilibre est comblé dès lors que soit chacun fait la moitié du chemin, mais les Mavs ne veulent pas le faire, soit dès lors que un fait l'intégralité du chemin. Mais pour l'instant, personne ne veut le faire, parce que, comme je vous le disais, on a jusqu'au 16 octobre pour se décider. Toujours est-il qu'entre-temps, Nerlens Noel, là ça vient de tomber, a remplacé son agent Happy Walters par Rich Paul, qui est entre autres l'agent de LeBron James, mais qui est aussi l'agent de J.R. Smith, et qui était aussi à l'époque l'agent de Tristan Thompson. Donc il est peut-être... Il a peut-être déjà la formation et l'expérience pour gérer ce genre de situation. Et pendant ce temps-là, Dallas continue de dérouler tranquillement son intersaison en allant signer Jeff Weezy, un intérieur d'Utah, un Weezy qui ne va pas du tout prendre la place de Nerlens Noel, ça c'est vraiment un intérieur de complément, un deuxième ou un troisième intérieur dans la rotation, mais pendant ce temps-là, les Mavs, ils sont pas figés. Continuent de dérouler leur intersaison, une intersaison qui a été relativement calme, mais c'est parce que Dallas, effectivement, ils sont déjà projetés sur 2018. Ils sont déjà projetés sur l'été prochain où, je vous le disais, il y aura un nouveau rookie qui sera potentiellement très fort et on aura beaucoup d'argent en banque pour essayer d'attirer un bon free agent. Alors oui, il y a un risque de tout perdre. Noel peut accepter la qualifying offer, il revient pour 6 millions. Et puis, il peut très bien quitter le club en 2018 sans que Dallas puisse essayer de le retenir. Parce qu'il sera agent libre non restreint, il pourra signer où il veut. Le risque, c'est que si Dallas n'arrive pas à avoir Cousins à l'été 2018, exemple, et si à côté de ça, Nerlens Noel signe ailleurs, eh bien les Mavs, ils ont tout perdu. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Ça, c'est à Mark Cuban et à Dallas de répondre. Mais souvenez-vous comment les Mavs ont acquis Nerlens Noel. Ils ont déjà initialement acquis ce joueur contre rien. Ils ont acquis Noel contre Bogut. Un Bogut qui actuellement ne fait plus partie de la NBA. Il est sans contrat, il est en fin de carrière, il a eu une assez lourde blessure. Là. Souvenez-vous du côté des Cavs. Donc Dallas a eu Noel pratiquement contre rien. Donc le perdre contre rien, c'est un rien pour rien, finalement on perd rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc Dallas effectivement joue un petit peu avec le feu, joue la montre, mais c'est tout à son intérêt, parce que effectivement, plus Dallas attend, plus Noel est dos au mur, et plus
le joueur peut accepter l'offre initiale un petit peu plus raisonnable des Mavs. On suivra ça de très très près. Cette fin d'intersaison 2017 va être passionnante, notamment dans la dernière ligne droite, avant le début du training camp. Donc vers la mi-septembre, les choses vont vraiment se décanter, et auquel cas jusqu'à la mi-octobre pour le début de la saison. D'ici là, bon été et bon match à tous.